Cette image, quand je le raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Comme vous le savez, Hegel, le grand philosophe allemand, avait refusé aux Africains de disposer d'une histoire. Non seulement ils n'ont pas d'histoire, disait-il, mais ils ne peuvent pas en avoir. Et il assimilait la situation des Africains à la nuit noire, à la situation de quelqu'un qui évolue dans l'obscurité de la nuit noire. Eh bien, nous avons relevé ce défi et nous avons démontré que nous étions non seulement dans l'histoire, mais que l'Afrique était le berceau de toute l'histoire de l'humanité. C'était difficile au début à admettre que le paradis terrestre se trouvait en Afrique, qu'Adam et Ève étaient africains. Cheikh Anta Diop et d'autres, beaucoup d'autres historiens africains ont démontré qu'à partir des australopithèques, qui sont très nombreux, jusqu'à l'Homo sapiens sapiens, en passant par l'Homo habilis, par l'Homo erectus, par l'homme de Néandertal, les premiers spécimens de tous les stades de l'évolution humaine se trouvent en Afrique. Et même, comme je l'ai dit, Prométhée était africain. Prométhée, c'est celui qui a volé, dit-on, le feu aux dieux. Nous avons démontré que l'Homo erectus a commencé en Afrique. C'est l'Homo erectus qui a découvert le feu. Et cet Homo erectus, c'est le Prométhée africain. Ce n'est qu'après avoir découvert le feu que l'être humain a pu se déplacer vers le nord de la planète. Donc, nous avons prouvé cette antériorité de l'histoire en Afrique. Et pas de la préhistoire. Je me suis appliqué à démontrer que ce n'est pas seulement la préhistoire qui a commencé en Afrique. Le mot préhistoire n'a même pas de sens. C'est un terme absurde. Et personne ne m'a dit le contraire. On continue à employer le même mot, mais ça n'a pas de sens. Dès lors qu'il y a l'être humain, comme au début de l'histoire en Afrique, avec la station debout, avec la parole, l'art, la religion, les outils successifs, tout cela, c'est vraiment éminemment humain. On ne pourra pas me dire que le magnifique tableau de l'art dit préhistorique n'est pas quelque chose d'humain. C'est quelque chose qui a été créé en Afrique. Le fait d'enterrer les dépouilles mortelles de l'être humain, la conception de soi-même comme étant un être à part qui dépasse les animaux, tout cela a été découvert en Afrique avant d'être transféré par l'Homo erectus vers les autres continents. Je dis bien tous les autres continents. Et je crois pouvoir dire que cette idée
que lier l'histoire uniquement à l'existence de l'écriture, c'est faire basculer hors de l'histoire toute une partie de l'humanité. Et tous ceux qui, dans le monde d'aujourd'hui même, ne savent ni lire ni écrire, ils sont hors de l'histoire, ils sont exclus de l'histoire. Je pense que personne ne voudra l'affirmer. L'histoire, c'est d'abord le passé, bien entendu, mais c'est aussi le présent et ça comporte une projection vers l'avenir. Le passé est très important parce que c'est une accumulation, ce sont des acquis, ce sont des expériences négatives dont il faut tirer les leçons. Tout cela doit être recapté, investi dans le présent pour permettre une projection dans l'avenir. Notre passé n'est pas crédible tant que notre présent n'est pas à la hauteur des grandeurs du passé. C'est ça la conscience historique. Vous savez, moi j'ai distingué les performances excellentes des Africains en tant qu'individus. À titre individuel, c'est ce que j'appelle les nègres d'exception. Mais nous n'arrivons pas à réaliser dans le collectif les performances que nous réalisons dans les exploits individuels. Alors je dis qu'il y a là un problème à creuser. Comment se fait-il que le collectif africain ne peut pas être collecté et arrangé pour que nous le réinjections dans notre histoire d'aujourd'hui et que nous montrions que nous sommes capables de faire ce que nos ancêtres ont démontré amplement à leur propre niveau. Je crois qu'il y a eu deux étapes majeures qui nous ont décérébrés, comme on dit. Il y a eu l'étape de la traite des Noirs, où l'être humain a été tellement avili qu'il a perdu le respect de lui-même. Pour les Juifs, on dit qu'il y a eu des massacres effroyables, et c'est vrai, surtout au cours du régime nazi. Mais on parle moins de l'avilissement qui a été infligé aux Africains noirs pendant des siècles pour des millions de personnes. Les chiffres varient, ils varient de 25 millions à 100 millions, mais dans tous les cas, c'est une soustraction d'énergie, de vie, de génie créateur au niveau de l'Afrique qui a fait basculer complètement la ligne de son destin, qui a empêché d'accéder au statut d'État-nation, d'entrer et de se maintenir dans les changements scientifiques modernes tels qu'ils ont été déployés à partir du XVe siècle. On ne peut pas minimiser non plus la déconsidération de soi-même, l'idée que
tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur. L'idée que rien de bon ne peut venir des Africains eux-mêmes, tout cela a quelque chose à voir avec la période où l'être humain avait été avili au point d'être moins qu'une marchandise. J'ai dit que les pièces d'Inde qu'on a créées consistaient dans le nègre parfait. Un nègre qui était sans défaut était considéré comme une monnaie, un étalon de valeur qu'on appelait la pièce d'Inde. On ne peut pas parler d'une réification plus grande. Donc, l'être humain africain a souffert de cette dépréciation et il a fini par se mépriser lui-même. Alors on ne peut pas s'étonner que jusqu'aujourd'hui, y compris dans les problèmes de développement, on veuille s'aligner sur les autres, sans penser que nous aussi, sur certains plans, dans certains domaines, nous avons réalisé des autodéveloppements de premier ordre et que nous pourrions peut-être, ici ou là, bâtir sur ces principes, sur ces réalisations, en les corrigeant pour les adapter, les ajuster au monde d'aujourd'hui. Ça nous ferait, je crois, beaucoup plus de bien que l'ajustement structurel dont on parle tant.